Une institutrice gentille, mais pauvre, avait nourri un orphelin affamé, mais le garçon disparut du village, laissant derrière lui le silence et le chagrin. C'est ainsi que tout commença. Alice venait d'être transférée à l'école primaire communautaire de Mapota. Ce jour-là, c'était son premier jour. Elle marchait joyeusement sur la route, impatiente de découvrir sa nouvelle école. En s'approchant du portail de l'école, elle aperçut un garçon debout à côté. Il avait l'air très triste. Son uniforme scolaire était sale, déchiré et pendait librement sur son petit corps. Alice s'approcha de lui et lui demanda doucement « Pourquoi restes-tu ici ?» Le garçon baissa les yeux et répondit « Mes vêtements sont déchirés. Mes camarades vont encore se moquer de moi et j'ai très faim. » Elle demanda avec douceur « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Le garçon répondit « Je n'ai rien mangé à la maison depuis avant-hier. » Alice fut surprise qu'on ne lui ait pas donné à manger. Elle demanda au garçon pourquoi. Il soupira et dit « C'est une punition de mon oncle. » Alice ne comprenait pas quel genre de personne ferait cela. Pourquoi quelqu'un laisserait-il un enfant mourir de faim? Mais Alice ne connaissait pas toute la vérité. Junior n'avait pas de vrais parents. Ses parents étaient partis et il vivait avec son oncle. Alice, émue, ressentit de la peine pour lui. Elle lui prit doucement la main et le conduisit dans un petit restaurant près de l'école. Elle utilisa son propre argent pour lui acheter une assiette de riz et de ragoût. Junior la regarda, les larmes aux yeux. Il saisit la cuillère et commença à manger rapidement comme s'il craignait que la nourriture disparaisse. Après que Junior eut fini de manger, Alice sourit et dit « Viens, on retourne à l'école. » Mais Junior secoua la tête. « Je ne peux pas, » murmura-t-il. « Si je n'ai pas de nouvel uniforme, mes camarades se moqueront encore de moi. Je ne pourrai pas le supporter. » Alice réfléchit un moment puis dit gentiment « D'accord, attends-moi ici. Je vais vite à l'école et je reviens. Ensuite, je t'emmènerai au marché pour t'acheter un nouvel uniforme. » Junior hocha la tête et dit « J'attendrai. » Mais au moment où Alice lui tourna le dos, quelque chose se brisa en Junior. Il regarda à gauche puis à droite comme un oiseau cherchant à s'échapper de sa cage. Puis, sans un mot, il se retourna et s'éloigna, non pas vers l'école, ni vers sa maison, mais vers l'inconnu, vers le vaste monde où personne ne l'attendait et où personne ne le rappellerait. Junior était fatigué. Fatigué des camarades qui se moquaient de lui, fatigué de son oncle qui le battait, fatigué d'un village où personne ne se souciait vraiment de lui. Il avait décidé de partir et de ne jamais revenir. Alors, il marcha encore et encore. Plus tard dans la journée, quand l'école ferma, Alice retourna au restaurant, mais Junior n'était pas là. Elle attendit un peu, pensant qu'il était peut-être rentré chez lui. Elle décida donc de rentrer chez elle. Mais Junior ne rentra pas. Son oncle et sa femme l'attendaient déjà à la maison. L'oncle se leva, le visage dur, et déclara « Peu importe l'heure, je dois le punir. Il ose encore me désobéir. » Ils attendirent toute la nuit, mais Junior ne revint pas. Le lendemain, l'oncle demanda à quelqu'un qui lui rapporta que Junior avait été vu la veille avec une nouvelle enseignante. L'oncle, furieux, se précipita à l'école et trouva Alice. Il cria « Où est mon neveu ?» Alice, surprise et confuse, répondit « Je ne comprends pas. De qui parlez-vous » L'homme aboya « Junior. Tu es la dernière personne à avoir été vue avec lui dans ce village. Où est-il » Alice recula et expliqua. « Je l'ai juste aidé. Il avait faim et était triste. Je lui ai donné à manger, c'est tout, dit-elle doucement. » L'oncle, bouillant de colère, sortit en trombe de l'école et se rendit directement au commissariat. Pendant ce temps, le directeur convoqua Alice dans son bureau. « Que s'est-il passé entre toi et Junior » demanda-t-il. Alice expliqua tout. Il avait l'air affamé et fatigué. Je lui ai donné à manger et lui ai demandé de m'attendre pour que je puisse l'emmener au marché lui acheter un nouvel uniforme. Mais à mon retour, il avait disparu. Le directeur se frotta la tête, perplexe. « Tu as seulement voulu aider un élève et maintenant il a disparu. C'est grave et étrange, dit-il. » Il parlait encore lorsque l'oncle revint avec un policier. À côté de lui, il pointa Alice du doigt et cria « C'est elle !» Ce n'est pas une enseignante, c'est une ritualiste qui se fait passer pour une enseignante. Elle a enlevé mon neveu et l'a caché quelque part. Alice se leva, choquée, sa voix tremblante. « J'ai juste aidé le garçon, je lui ai donné à manger, c'est tout. Je n'ai rien fait de mal. » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais l'agent ne l'écouta pas.
Il l'arrêta et l'emmena au poste de police. Là, les questions commencèrent. Où est Junior? Que lui as-tu fait? Travailles-tu seul? Alice ne put que pleurer et répéter. Je ne sais pas, je l'ai juste aidé. Mais loin de tout ce bruit, la vérité était différente. Après qu'Alice eut laissé Junior au restaurant, il s'essuya la bouche, se leva et se dirigea vers le grand marché d'Igname à la sortie du village. Là, il vit un camion en train d'être chargé d'Igname. Discrètement, sans que personne ne le remarque, il se glissa à l'arrière du camion et se cacha entre les sacs d'Igname. Ni le chauffeur, ni les marchandes, ni même les chargeurs ne le virent. Junior avait disparu, mais pas par magie. Il avait choisi de disparaître. Ce matin-là, avant qu'Alice ne le rencontre, l'oncle de Junior lui avait imposé un choix difficile. « Choisis l'école ou la ferme », avait dit l'oncle. « Si tu choisis l'école, tu devras quitter ma maison pour toujours. » L'oncle ne voulait plus que Junior aille à l'école. Il voulait qu'il travaille à la ferme, mais le cœur de Junior était à l'école. Il voulait apprendre à lire pour devenir quelqu'un de meilleur. La vie à la ferme était pleine de souffrances. Peu importe les efforts de Junior, ce n'était jamais suffisant. Son oncle se plaignait constamment et lorsqu'il était en colère, il coupait des cannes fraîches dans les arbres et frappait Junior si fort que son dos lui brûlait de douleur. Ce matin-là, Junior prit la décision qu'il valait mieux fuir et tenter sa chance dans le monde plutôt que de vivre une vie de coups et de chagrin. C'est pourquoi, après qu'Alice lui eut laissé au restaurant, Junior se rendit au marché d'Igname et se cacha dans un camion rempli d'Igname. Le lendemain, le camion atteignit sa destination, une grande ville animée. Les gens allaient et venaient. Les voitures klaxonnaient. Les vendeurs criaient. Avant même que le chauffeur ne descende, Junior sauta silencieusement du camion. Il regarda autour de lui, de grands immeubles, des visages étrangers, personne pour l'appeler. Junior était complètement perdu. Il ne savait pas par où commencer, mais une chose était sûre, il ne retournerait jamais dans ce village. Pendant ce temps, au commissariat, Alice vivait un enfer. Les policiers étaient durs, leurs voix fortes, leurs visages pleins de colère et de suspicion. L'un d'eux claqua la table et cria. « Sais-tu seulement à quoi tu t'exposes ? Si tu ne fais pas réapparaître ce garçon, tu pourrais passer le reste de ta vie en prison. » Un autre officier se pencha, les yeux brûlants de doute. « Elle pense pouvoir enlever un enfant puis venir ici et nous raconter des histoires. Comment peux-tu dire que tu as juste acheté de la nourriture pour un garçon et qu'il a disparu ? J'ai travaillé dans ce village pendant plus de 5 ans. Aucun enfant n'a jamais disparu. » Mais peu importe les cris, les menaces ou les tentatives de la briser, Alice resta fidèle à la vérité. Sa voix était basse, mais ferme. « Je l'ai seulement aidé. Il avait faim et était faible. C'est tout ce que j'ai fait. Je le jure. » Elle fut enfermée toute la nuit. Les murs froids, le silence, le poids de la peur pesaient sur elle. Mais elle s'accrochait à son innocence comme à un bouclier. Le lendemain, son mari et sa jeune fille arrivèrent de leur village. Son mari entra au poste, les yeux fatigués, mais le pas assuré. « Ne t'inquiète pas, dit-il doucement. J'ai mis notre maison en vente. Je vais la vendre et utiliser l'argent pour te trouver les meilleurs avocats. On va se battre. Je ne les laisserai pas te détruire. » Alice s'écarquilla les yeux. « S'il te plaît, ne fais pas ça, supplia-t-elle en larmes. Ne vends pas notre maison, ne fais pas ça à cause de moi. » Mais son mari secoua la tête. « Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu risques de passer le reste de ta vie en prison. Tu n'as rien fait de mal et je le prouverai. » Elle essaya de le faire changer d'avis, mais il refusa. Quand vint le moment de partir, leur fille fondit soudain en larmes. Elle s'accrocha à la robe de sa mère et cria. « Je ne partirai pas. Je veux rester avec maman. Je veux dormir ici avec elle. » Alice essayait de rester forte, mais son cœur se brisait en 1000 morceaux. Au début, elle retint ses larmes, mais dès qu'elle serra sa fille dans ses bras, elle ne put plus se contenir. Les larmes coulèrent à flots. Cependant, tout le monde ne se montra pas bienveillant envers Alice. Un après-midi, une amie vint lui rendre visite au poste de police. Elle croisa les bras et secoua la tête. « Je t'avais prévenu, dit-elle sèchement. Tu es trop gentille avec les gens. Chaque fois que tu vois quelqu'un dans le besoin et que tu veux l'aider, regarde où ça t'a mené. » Alice soupira, les yeux fatigués, mais calmes. « Dieu me justifiera, répondit-elle doucement. L'amie se moqua. « Où est ton Dieu maintenant alors que tu es derrière les barreaux ? Si tu avais détourné le regard comme tout le monde, tu serais chez toi à l'heure qu'il est.
Tu as aidé un garçon et maintenant tu risques de passer ta vie en prison s'il ne le retrouve pas. » Ces mots transpercèrent le cœur d'Alice comme un couteau, mais elle ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux et garda le silence. Au fond d'elle, elle espérait toujours que, d'une manière ou d'une autre, Dieu la soutiendrait. Ce que les gens ignoraient, c'est qu'Alice était l'une des personnes les plus rares au monde. Elle ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir et s'en aller. Même démunie, elle trouvait toujours un moyen d'aider. Oui, sa gentillesse lui avait déjà causé des ennuis, mais jamais à ce point. Et même maintenant, assise dans une cellule avec le poids d'une fausse accusation sur les épaules, elle croyait toujours avoir fait ce qui était juste. Ce soir-là, le bruit du poste de police s'éteignit et tout devint calme. Alice tomba à genoux et cria à Dieu. « Pourquoi moi, Seigneur ?» Elle pleurait. « Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste aidé un enfant affamé. Maintenant, mon affaire est au tribunal. Que Dieu m'aide si je reste ici. Qui s'occupera de ma fille et de mon mari ?» Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle épanchait son cœur. Elle ne s'arrêta pas là. Elle pria aussi pour Junior, où qu'il soit. « Seigneur, s'il vous plaît, protégez-le. Qu'il ne lui arrive aucun mal. Qu'il trouve de la gentillesse comme j'ai essayé de lui en montrer. » Pendant qu'Alice restait enfermée dans la cellule du poste de police, Junior survivait seul derrière une maison en briques. Il errait dans les rues le jour et dormait derrière la maison la nuit. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Junior avait trop peur de dormir dehors. Il rampa donc derrière des buissons devant la grande maison et tenta de s'y reposer. Au milieu de la nuit, alors qu'il était à moitié endormi, il entendit soudain des pas se rapprocher. Son cœur battait fort, mais il resta immobile, caché au plus profond des buissons. Puis un homme apparut à la porte. Il portait une longue robe noire et ses pieds nus faisaient à peine un bruit sur le sol. Il commença à prononcer des mots étranges, des incantations, et versa soigneusement de la poudre rouge devant le portail. L'homme répétait sans cesse « Madame Charité doit mourir. Madame Charité ne doit pas vivre au-delà de cette semaine. Les démons que je sers venaient prendre l'âme de Madame Charité. » Il le répéta plusieurs fois puis disparut dans l'obscurité. Junior entendit chaque mot. Il n'osait ni bouger ni crier. Le lendemain matin, Junior resta près de la maison. Il voulait entrer et prévenir les occupants, mais ses yeux tombèrent sur la poudre rouge saupoudrée sur le portail. Il avait trop peur de le franchir. Vers 7 heures du matin, le grand portail s'ouvrit lentement en grinçant. Une voiture rutilante sortit de la maison. Junior courut en avant et se plaça juste devant la voiture. « Stop, stop !» cria-t-il. Le chauffeur freina brusquement et sortit. Fronçant les sourcils avec colère, il cria « Écarte-toi !» Mais la femme à l'intérieur de la voiture sortit également. Elle dit doucement « Laissez-le !» Elle fit un pas en avant pour aller à la rencontre de Junior, mais celui-ci leva la main et dit fermement « S'il vous plaît, ne franchissez pas le portail. » La femme s'arrêta, l'air perplexe, et demanda « C'est ma propre maison. Pourquoi ne devrais-je pas franchir mon portail ?» La voix de Junior tremblait, mais il répéta « S'il vous plaît, madame, ne franchissez pas le portail. » Elle le regarda attentivement, inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Junior lui raconta tout ce qu'il avait entendu cette nuit-là. « J'ai entendu un homme venir verser quelque chose sur le portail. Il a dit « Madame Charité doit mourir. Elle ne doit pas vivre au-delà de cette semaine. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent, puis elle cria « Oh, Seigneur, sauvez-moi, c'est mon nom. » À cet instant, elle comprit que Junior disait la vérité. Ses mains tremblaient. Elle sortit son téléphone et appela son pasteur. Elle lui raconta tout ce que Junior avait dit. « Merci, mon cher, » dit doucement Madame Charité. Elle resta à l'intérieur et ordonna à tout le monde. « Personne ne doit franchir le portail. » Après environ une demi-heure, le pasteur arriva avec 2 membres de l'église. Ils prièrent avec ferveur et à voix haute pendant près de 3 heures. Le pasteur posa les mains sur le portail, répandit de l'huile d'olive sur le sol et déclara « Vous pouvez franchir le portail maintenant. Aucun mal ne vous atteindra plus. » Madame Charité annula tous ses rendez-vous et resta chez elle toute la journée, la peur encore présente. Elle invita Junior à entrer et le remercia chaleureusement. « Petit garçon, que faisais-tu près de chez moi pour voir cet homme maléfique ?» demanda-t-elle, la curiosité perçant dans sa voix. Junior baissa les yeux et répondit doucement. « Je n'ai nulle part où aller. C'est là que je dors. » Madame Charité se pencha plus près, voulant mieux comprendre. «
Qui es-tu? D'où viens-tu? Junior prit une grande inspiration et raconta son histoire. Je suis orphelin. Je vivais avec mon oncle au village. Je voulais aller à l'école, mais il m'a dit d'arrêter l'école et de le suivre à la ferme tous les jours, sinon je devais quitter sa maison. Puis Junior retira lentement sa chemise déchirée et tourna le dos à Madame Charité. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle en voyant les terribles marques et cicatrices sur sa peau. Qui pourrait faire une chose aussi horrible à un enfant orphelin de surcroît? Madame Charité offrit le petit déjeuner à Junior. Une fois le repas terminé, il s'agenouilla et la supplia. « Laissez-moi vivre chez vous, je serai votre domestique. » Elle sourit gentiment et secoua la tête. « Non, pas domestique, tu es plus qu'un domestique pour moi. Tu peux vivre ici aussi longtemps que tu le souhaites. Je prendrai soin de toi comme de mon propre fils. » Madame Charité était une femme d'affaires prospère. Après de nombreuses années de mariage sans enfant, son mari l'avait quittée pour une autre femme. Depuis, elle avait tenté d'élever d'autres enfants, mais sans grand succès. Parfois, elle accueillait des enfants de sa famille, mais cela provoquait des disputes avec ses frères et sœurs. Cependant, lorsque Junior entra dans sa vie, elle sentit que c'était le plan de Dieu. Elle décida de s'occuper de lui comme de son propre enfant. Le lundi suivant, Madame Charité inscrivit Junior dans une école privée prestigieuse. Pendant ce temps, Alice continuait de se battre devant le tribunal après de nombreux mois d'audience. Le juge finit par la libérer, déclarant qu'il n'y avait aucune preuve solide qu'elle ait enlevé Junior ou qu'elle soit impliquée dans sa disparition. Mais même libérée, ses problèmes ne s'arrêtèrent pas là. Le ministère de l'Éducation la suspendit indéfiniment sans salaire. Elle retrouva son mari et sa fille, mais ayant vendu leur maison, tous trois s'entassèrent dans une petite pièce. La vie devint très difficile. Son mari gagnait à peine de quoi vivre et, sans emploi, Alice commença à faire frire des patates douces pour les vendre devant leur logement. Les gens qui connaissaient son histoire secouaient la tête de pitié. Beaucoup la traitaient d'imprudente pour avoir aidé Junior, mais cela n'arrêta pas Alice. Elle continuait à donner des ignames aux enfants du quartier qui n'avaient pas de quoi manger, surtout les orphelins. Les années passèrent, mais la situation ne s'améliora pas. La pauvreté pesait toujours lourdement sur la famille. Le ministère de l'Éducation refusa de lever sa suspension. Sa fille, Joyce, obtint son diplôme d'école normale, mais ne trouva pas d'emploi. Elle rentra donc chez elle et rejoignit sa mère pour faire frire des ignames. Pendant ce temps, Junior avait obtenu son diplôme universitaire et dirigeait l'entreprise de Madame Charité. Elle l'avait officiellement adopté comme son fils et l'avait désigné dans son testament pour hériter de ses biens. Junior gérait 3 de ces entreprises qui prospéraient toutes. Un jour, Junior décida qu'il était temps de visiter son village. Ce jour mémorable, il retourna au village et reçut un accueil chaleureux. Tout le monde fut surpris de le voir. Beaucoup le pensaient mort. Son oncle et sa femme étaient non seulement choqués, mais aussi effrayés par ce qu'il lui avait fait. En même temps, ils cherchaient à se rapprocher de lui, espérant tirer profit de sa fortune. Ils lui demandèrent pardon et Junior leur accorda son pardon. Ils s'assirent et parlèrent de son départ et de tout ce qui s'était passé depuis. Ils mentionnèrent même comment Alice avait été accusée de l'avoir enlevée et les épreuves qu'elle avait traversées à cause de cela. Junior pleura en écoutant puis demanda « Où est-elle maintenant ?»« Elle est retournée dans son village, » répondit-il. « Quel village ? Donnez-moi l'adresse, » demanda Junior sans perdre de temps. Il monta dans sa voiture et partit. Le village était petit et il ne mit pas longtemps à la retrouver. Il vit Alice faire frire des ignames au soleil couchant. Junior s'agenouilla et supplia « S'il te plaît, pardonne-moi. » Alice, confuse, ne reconnut pas la personne devant elle. « Je ne comprends pas. Qui es-tu » demanda-t-elle. Junior répondit doucement. « Je suis le garçon que tu as aidé au village, celui qui t'a fait perdre ton emploi et qui a causé tant de souffrance à toi et ta famille. »« Oh, maintenant je me souviens, » dit Alice d'une voix tremblante. « S'il te plaît, lève-toi. » Elle le serra fort dans ses bras et sourit largement. « Assieds-toi, laisse-moi t'offrir des ignames à manger. Je t'ai déjà nourri une fois, laisse-moi te nourrir encore. » Junior s'assit et on lui servit des frites chaudes. Plus tard, la fille d'Alice, Joyce, entra et Junior lui fut présenté. Il s'excusa sincèrement en disant « Je suis désolé pour toute la douleur que j'ai causée à votre famille. Pardonnez-moi. » Joyce sourit chaleureusement et répondit « Nous ne t'en avons jamais voulu. Dieu merci,
Tu es en sécurité. Junior lui rendit son sourire. Tout comme ta mère, tu es gentille, aimante et douce. Merci. Il passa la soirée chez eux, partageant des histoires et des rires. Le lendemain, Junior donna à Alice une généreuse somme d'argent et promit de faire tout ce qu'il pouvait pour les sortir de la pauvreté avant de retourner en ville. Junior raconta à Madame Charité tout ce qui s'était passé. Elle lui assura que quelque chose de spécial serait fait pour Alice et sa famille dès que possible. Madame Charité appela son architecte pour commencer à concevoir un grand projet en l'honneur d'Alice. 5 mois plus tard, le bâtiment était prêt. Junior retourna au village et emmena Alice et sa famille en ville pour rencontrer Madame Charité. Dès leur arrivée, Madame Charité lui dit « Mon fils m'a raconté comment vous l'avez aidé et comment vous avez beaucoup souffert à cause de cela. Nous avons un petit témoignage de gratitude pour vous. » Elle les conduisit à un tout nouveau complexe scolaire secondaire avec des salles de classe, des logements pour les enseignants et le personnel. Tout cela est à vous. Vous pouvez créer votre propre lycée ici. Les logements du directeur sont désormais votre maison. Des larmes de joie coulèrent sur le visage d'Alice. C'était plus que ce qu'elle avait espéré. C'était comme si Madame Charité avait lu dans son cœur. Alice rêvait depuis longtemps de posséder un internat où elle pourrait s'occuper des élèves et les aider. Et maintenant, ce rêve devenait réalité. « Tout cela est à nous ?» demanda Alice, incrédule. « Oui », répondit Junior avec un sourire. Alice se tourna vers son mari, les larmes aux yeux, et dit doucement « Regarde, Dieu a exaucé nos prières. » Son mari, bouleversé, ne pouvait que la regarder avec émerveillement, stupéfait de voir leur vie changer en un instant. Toute la famille s'investit pour faire de l'école un succès. Junior donna à Alice des millions de Naira pour lancer l'institution. Les mêmes amis qui avaient autrefois critiqué Alice vinrent plus tard lui demander de l'aide. Beaucoup cherchèrent même du travail comme agent d'entretien à l'école. Alice aida autant de personnes qu'elle le pouvait. L'école devint rapidement l'une des meilleures écoles privées du pays. Toutes ces années de lutte et de difficultés s'évanouirent en un instant. Alice et sa famille continuèrent à vivre une vie heureuse et prospère. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.